Une femme peut consacrer 20 années de sa vie à un travail dont personne ne soupçonne l'existence. Ce travail ne porte aucun nom dans les conversations ordinaires. Il ne remplit aucun agenda, ne figure sur aucune fiche de paie. Et c'est précisément pour cela qu'il épuise plus profondément qu'aucun autre. Vous le connaissez peut-être, ce travail. Vous l'avez accompli pendant des années sans jamais oser le nommer, anticiper son humeur avant même qu'il ne franchisse la porte. Adoucir une nouvelle pour qu'il la reçoive mieux. Deviner ce qui le contrarie alors qu'il prétend que tout va bien. Porter en silence le climat émotionnel de toute une maison. Carl Jung a passé sa vie à explorer ce que l'âme dissimule d'elle-même. Et il a mis au jour une vérité dérangeante. Nous projetons sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous. Mais il existe une projection inverse, plus rare, plus silencieuse, celle où une femme porte la part intérieure que l'homme se refuse à regarder. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se produit le jour où elle cesse de la porter. Représentez-vous une femme qui, chaque soir, scrute un visage avant de poser une simple question. Elle a appris à déchiffrer les micro-signes, le pli du front, la lenteur d'un soupir. Elle ajuste sa voix, choisit ses mots, repousse ses propres besoins à plus tard. Elle croit faire preuve d'amour. En vérité, elle accomplit une tâche invisible que personne ne lui a jamais demandé d'assumer. Ce travail a un nom dans le langage des chercheurs. On parle de charge émotionnelle. C'est la gestion permanente du ressenti de l'autre, ajoutée à la gestion du sien. Et dans d'innombrables couples, cette charge repose sur une seule paire d'épaules. Toujours les mêmes, celles qui ont appris, très tôt, que leur valeur dépendait de leur capacité à apaiser. Tout commence souvent dans l'enfance, bien avant qu'aucun homme n'entre dans le récit. Représentez-vous une petite fille dans une maison où l'humeur d'un parent décide du temps qu'il fera. Un père silencieux dont la contrariété assombrit chaque pièce. Une mère anxieuse dont il faut deviner les attentes sans qu'elles soient jamais dites. Cet enfant développe une vigilance extraordinaire. Elle apprend à lire l'atmosphère avant même de lire les mots, et elle découvre une chose terrible et précieuse à la fois. Quand elle apaise, le ciel s'éclaircit. Quand elle veille, le danger s'éloigne. Cette petite fille grandit. Mais la vigilance, elle, ne grandit pas. Elle reste là, intacte, prête à se déclencher au moindre froncement de sourcils. La femme qu'elle devient surveille l'humeur d'un homme exactement comme l'enfant surveillait celle d'un parent. Elle ne le décide pas. Cela s'inscrit en elle comme une seconde respiration. Jung nommait cela un complexe, une formation de l'inconscient qui agit à notre place sans nous demander notre avis, et tant qu'il demeure invisible, il nous gouverne entièrement. Quelque chose mérite d'être dit ici, sans détour. Cette vigilance fut, un jour, une intelligence de survie. Une enfant qui apprend à apaiser un foyer instable se protège par le seul moyen dont elle dispose. Le drame n'est pas qu'elle l'ait fait. Le drame est que personne ne lui ait jamais dit qu'elle pouvait cesser, que la guerre était finie, que le foyer d'aujourd'hui n'était plus celui d'hier. Alors elle continue de monter la garde dans une maison où il n'y a plus de danger, contre un ennemi qui a disparu depuis longtemps. Observez ce qui se déroule au fil des années dans la relation adulte. L'homme s'habitue, non par cruauté, mais par confort. Quand quelqu'un porte vos angoisses à votre place, vous cessez d'apprendre à les porter vous-même. C'est une loi silencieuse de l'âme humaine. Ce que nous déléguons, nous l'atrophions. Et il délègue sans même savoir qu'il délègue quoi que ce soit. Elle, pendant ce temps, devient experte. Experte en lui. Elle connaît ses peurs mieux que lui-même ne les connaît. Elle anticipe ses réactions avant qu'elles n'apparaissent. Elle désamorce les tensions avant qu'elles n'explosent. Et plus elle gagne en compétence dans cette gestion, plus elle s'efface derrière elle. Car nul ne peut habiter pleinement sa propre vie en passant son temps à surveiller celle d'un autre. Voilà la première vérité que je voudrais déposer doucement. Cette compétence, qui ressemble à une force, est bien souvent le masque d'un effacement. Jung parlait de la persona, ce visage que nous présentons au monde. La femme qui apaise porte une persona magnifique, celle de la compagne stable, douce, infaillible. Mais derrière ce visage, quelque chose attend,
depuis fort longtemps, d'être enfin entendu. Il existe un mot ancien pour décrire la part masculine qui sommeille dans la psyché d'une femme et la part féminine qui sommeille dans celle d'un homme. Jung les nommait l'anima et l'animus. Selon lui, un homme qui n'a jamais appris à dialoguer avec sa propre intériorité projette cette intériorité au dehors. Il la dépose sur une femme et il lui demande, sans un mot, de ressentir à sa place. Comprenez bien le mécanisme, car il est le socle de tout le reste. La projection, chez Jung, n'est pas un mensonge conscient, c'est un transfert automatique. Ce que nous ne pouvons pas contenir en nous-mêmes, nous le voyons surgir chez l'autre, ou nous le confions à l'autre sans le savoir. L'homme qui ne supporte pas sa propre vulnérabilité ne la fait pas disparaître, il la dépose dans la relation, et c'est elle qui la recueille, la nomme, la traduit. Il vit ses émotions par procuration, à travers le corps et le cœur d'une femme. Songez à un homme qui rentre tendu, le visage fermé, et qui lance que tout va bien d'une voix qui dit le contraire. Autrefois, elle se serait levée, elle aurait préparé quelque chose, posé les bonnes questions, cherché la fissure pour la colmater. Ce soir, elle reste assise. Elle l'observe avec douceur, et elle ne bouge pas. Le silence s'installe, épais, presque insupportable. Et dans ce silence, il se passe une chose minuscule et immense. Pour la première fois, il doit faire quelque chose de ce qu'il ressent. Personne ne viendra le ramasser à sa place. C'est ainsi que naît une étrange division du travail intérieur. Lui agit dans le monde, elle ressent pour deux. Lui affronte le visible, elle gère l'invisible. Cette répartition peut durer des décennies, tant que personne ne la met en question. Tant qu'elle accepte d'être le contenant de ce qu'il ne veut pas porter lui-même. Il faut mesurer ce que cette gestion coûte vraiment, car le prix se paye dans le corps autant que dans l'âme. Une femme qui vit en état de vigilance permanente ne se repose jamais tout à fait. Son système nerveux reste en alerte, même la nuit, même dans les bras du sommeil. Elle se réveille fatiguée sans comprendre pourquoi. Elle attribue cette lassitude à l'âge, au travail, aux enfants, rarement à la vérité, rarement à ce guet incessant qu'elle monte depuis tant d'années sans relâche. Le corps, lui, sait. Il garde la mémoire de tout ce que l'esprit refuse de nommer. Mais survient parfois une saison où quelque chose en elle se fatigue. Pas une colère bruyante, plutôt une lassitude profonde, comme l'eau qui finit par user la pierre. Elle ne décide pas de tout arrêter d'un coup. Elle relâche, simplement. Elle cesse de deviner. Elle laisse une humeur exister sans courir l'apaiser. Et c'est précisément là que tout commence à se transformer. Pensez à une rivière qui a longtemps contourné un rocher. Elle a creusé son lit autour de lui, patiemment, sans jamais le heurter. Puis un jour, le débit change. L'eau ne contourne plus. Elle suit son propre cours. Le rocher, lui, se retrouve soudain exposé, là où il se croyait protégé par le flux qui l'enveloppait. Il n'a pas bougé. C'est le monde autour de lui qui a cessé de s'organiser pour lui. Quand une femme cesse de gérer les émotions d'un homme, rien de spectaculaire ne se produit au début. Pas de dispute, pas de rupture, juste un silence nouveau, un espace qui ne se remplit plus automatiquement. Et dans cet espace, pour la première fois peut-être, il se retrouve face à lui-même, face à ce qu'il ressent vraiment, sans personne pour le traduire, l'adoucir, le contenir. C'est une expérience que beaucoup d'hommes n'ont jamais traversée. Être seul avec son propre monde intérieur, sans intermédiaire. Découvrir que l'angoisse qu'il croyait causée par elle, ou par le travail, ou par les circonstances, vivait en lui depuis toujours. Elle ne faisait que l'absorber au fur et à mesure, comme une éponge invisible qui empêchait l'eau de déborder. Si ces mots résonnent en vous, peut-être qu'une part de vous était prête à les recevoir. Je dépose ces réflexions ici, semaine après semaine, pour celles qui cherchent à comprendre plutôt qu'à accuser. Vous êtes libre de rester un moment si le chemin vous parle. Reprenons, car ce qui suit est le cœur de tout. Lorsque l'homme se retrouve seul avec ses émotions, deux chemins s'ouvrent, et l'un comme l'autre dévoile une vérité que la femme ignorait souvent sur la relation elle-même. Le premier chemin est celui de l'éveil. Privés de celle qui ressentait à sa place, certains hommes commencent lentement à apprendre.
C'est maladroit au début, c'est inconfortable. Il touche des émotions qu'il n'avait jamais nommées, une tristesse ancienne, une peur d'enfant, une colère sans visage. Et dans ce contact brut avec eux-mêmes, quelque chose grandit. Jung appelait ce processus l'individuation, ce lent travail par lequel un être devient enfin entier. Le second chemin est plus sombre, et il faut en parler sans détour. Certains hommes, face au vide laissé par celle qui portait tout, ne se transforment pas. Ils cherchent aussitôt une autre porteuse, une nouvelle femme, ou un retrait dans le mutisme, ou une fuite dans le travail, l'écran, la distraction, tout plutôt que d'habiter leur propre intériorité. Cette réaction, aussi douloureuse soit-elle à observer, révèle une vérité précieuse. La relation reposait sur un déséquilibre que seule la femme maintenait à bout de bras. Voici une chose troublante à entendre. Le jour où vous cessez de porter le monde émotionnel d'un homme, vous découvrez qui il est vraiment, pas qui il prétend être, pas qui il devient grâce à votre soin constant, mais qui il est, seul, dans le silence, livré à lui-même. Cette révélation, parfois, change absolument tout. Représentez-vous une femme qui découvre, après 20 ans, que l'homme calme qu'elle aimait n'existait que parce qu'elle absorbait chaque jour ses orages. Sans elle, l'orage éclate, et elle comprend, avec une clarté presque vertigineuse, qu'elle n'avait jamais vécu avec lui. Elle avait vécu avec le résultat de son propre labeur. Cette prise de conscience compte parmi les plus puissantes que l'âme puisse traverser. Beaucoup de femmes confondent l'homme réel avec l'homme qu'elles ont façonné par leur travail invisible. Elles aiment une version qu'elles maintiennent en vie par leur attention permanente, une version stabilisée, apaisée, rendue supportable par leur présence. Et le jour où elles relâchent, elles rencontrent l'original, ce qui peut être un émerveillement ou un deuil. Mais ne croyez pas que ce mouvement soit un abandon. Cesser de porter les émotions d'un autre n'est pas cesser de l'aimer, c'est cesser de l'empêcher de grandir. Il y a une forme d'amour qui étouffe en croyant protégé. La mère qui fait tout pour son fils l'empêche de devenir un homme. La femme qui ressent tout pour son compagnon l'empêche de rencontrer sa propre profondeur. Le plus grand cadeau, parfois, consiste à rendre à l'autre le poids qui lui appartient. Jung écrivait que rien n'influence davantage l'enfant que la vie non vécue du parent. On pourrait dire la même chose du couple. Rien ne pèse plus sur un homme que les émotions qu'il refuse de vivre et qu'une femme vit à sa place. En les lui restituant, elle ne le punit pas. Elle lui offre la possibilité, enfin, d'exister pleinement, même si cette offre est parfois refusée. Il faut comprendre aussi ce que cette restitution réveille dans la relation elle-même. Un couple bâti sur ce déséquilibre vit dans une fausse paix, une paix achetée chaque jour par le travail silencieux de l'une. Quand ce travail s'arrête, la paix vacille, et c'est terrifiant. Mais une paix qui dépend de l'effacement d'un seul des deux n'a jamais été la paix. C'était une trêve, et toute trêve a un prix que quelqu'un finit par payer dans sa chair. Et pour elle, que se passe-t-il dans ce relâchement? C'est ici que le récit prend un tournant lumineux. Toute cette énergie qu'elle consacrait à surveiller, anticiper, apaiser, soudain, lui revient, comme une rivière détournée qui retrouve son lit d'origine. Elle redécouvre des choses oubliées, le goût de ses propres pensées, le son de ses propres désirs. Le silence, non plus comme une vigilance, mais comme un repos. Une femme qui cesse de porter l'intériorité d'un autre récupère un territoire immense, son territoire, celui qu'elle avait quitté sans s'en apercevoir, pièce après pièce, pour aller habiter la vie émotionnelle de quelqu'un d'autre. Et le retour chez soi, après une si longue absence, demeure l'un des voyages les plus profonds qui soient. Ce retour ne se fait pas en un jour. Il ressemble à celui d'une voyageuse qui rentre après des années d'absence et retrouve sa maison couverte de poussière. Les meubles sont là, mais étrangers. Les objets familiers semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Il faut rouvrir les volets un à un, laisser entrer la lumière, réapprendre les pièces. Ses propres désirs lui paraissent d'abord lointains, presque inconnus. Elle a passé tant d'années à savoir ce que l'autre voulait qu'elle a désappris à savoir ce qu'elle veut. Et pourtant, jour après jour,
Quelque chose en elle se souvient. La maison, lentement, redevient habitable. Il faut nommer ce qui rend ce mouvement si difficile, la culpabilité. Cette femme a appris que prendre soin était sa raison d'être. Cesser de le faire ressemble, au début, à une trahison. Une petite voix murmure qu'elle est égoïste, dure, abandonnante. Cette voix n'est pas la sienne, c'est l'écho de tout ce qu'on lui a enseigné sur ce qu'une femme doit être. Jung dirait que c'est la voix du collectif, intériorisée sitôt qu'elle se fait passer pour la conscience. Distinguer sa propre voix de celle du collectif représente le travail d'une vie, et cela débute par un acte simple, presque imperceptible. Laisser une émotion appartenir à celui qui la ressent, ne pas se précipiter pour la réparer, tenir bon dans l'inconfort du silence. C'est dans ce silence, justement, que l'autre rencontre enfin sa propre profondeur, ou révèle qu'il ne le souhaite pas. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette retenue. Ne pas porter, c'est faire confiance. Confiance en la capacité de l'autre à se rencontrer lui-même, et confiance en soi, en sa propre légitimité, à exister sans se justifier par le service rendu. Beaucoup de femmes n'ont jamais connu cette confiance-là. Elles ont toujours mérité leur place en la payant d'un travail invisible. Pensez à la nuit. Quand le soleil se retire, il ne combat pas l'obscurité. Il s'efface, simplement, et laisse la nuit révéler ce que le jour cachait. Les étoiles étaient là depuis toujours, invisibles sous l'éclat. Une femme qui cesse de tout illuminer pour l'autre laisse apparaître des étoiles qu'elle ne soupçonnait pas, en elle, et parfois en lui aussi, si l'obscurité ne lui fait pas trop peur. Ce que vous portez pour un autre ne lui appartient pas, et ne vous appartient plus. Voilà peut-être la phrase qui résume tout. Le travail émotionnel invisible n'enrichit personne. Il maintient une illusion de couple là où manquent deux êtres entiers. Et la fin de cette illusion, aussi vertigineuse soit-elle, marque le commencement possible de quelque chose de vrai. Je ne vous dis pas que ce chemin est facile. Je ne vous promets ni délai ni recette. Je vous dis seulement que cette charge que vous portez, vous avez le droit de la regarder en face, de vous demander ce qui vous appartient et ce qui appartient à un autre. Cette question, à elle seule, peut ouvrir une porte que vous croyiez murée depuis fort longtemps. Carl Jung pensait que nous ne devenons lumineux qu'en rendant conscient ce qui demeurait obscur. Le travail émotionnel invisible fait partie de ces zones d'ombre. Tant qu'il reste invisible, il nous épuise et nous efface. Mis en lumière, il devient un choix. Et un choix conscient n'est plus une servitude. C'est le commencement de la liberté. Alors je vous laisse avec cette interrogation sans réponse, car la réponse vous appartient. Que feriez-vous de toute cette énergie si vous cessiez, ne serait-ce qu'un instant, de la donner à quelqu'un qui ne savait même pas la recevoir? Prenez le temps. La vraie réponse ne vient jamais dans le bruit. Elle monte lentement, comme une source, dans le silence retrouvé. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, c'est que ce quelque chose était déjà là, prêt à être entendu. Je continue d'explorer ces territoires de l'âme à chaque nouvelle vidéo, pour celle qui marche vers elle-même. Vous y êtes la bienvenue, aussi longtemps que le chemin vous parle.